Fondée en 1996 par deux anciens employés de Microsoft, Gabe Newell et Mike Harrington, la société Valve Software est devenue un incontournable du jeu vidéo PC. Mais si on l'associe aujourd'hui immédiatement à la plateforme numérique Steam, c'est en tant que développeur que Valve a tout d'abord marqué les esprits, et ce dès son premier jeu, Half-Life. Lui, c'est Gordon Freeman. Il a 27 ans, est originaire de Seattle, a obtenu un diplôme en physique théorique au Massachusetts Institute of Technology et travaille comme chercheur au complexe Black Mesa, un centre de recherche souterrain top secret niché dans les canyons du Nouveau-Mexique. Gordon Freeman. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Il aime son travail, boire des bières avec les agents de sécurité, À tout à l'heure, devant une bière. faire des blagues à ses collègues en faisant par exemple exploser leur déjeuner dans le four micro-ondes de la cantine, ouvrir des caisses au pied de biche, et faire des expériences avec des cristaux mystérieux à l'origine douteuse. Il n'aime pas quand les dites expériences tournent mal et ouvrent accidentellement un portail vers une autre dimension, causant l'invasion de Black Mesa par des extraterrestres venus de la planète Xen. Désormais, Gordon, étant notablement plus jeune et plus valide que le reste de l'équipe scientifique, va devoir se frayer un chemin à travers le complexe afin de ramener des secours. Heureusement, il pourra compter sur son fidèle pied de biche et sa combinaison achevée, censée le protéger dans les environnements dangereux. Bonjour. Soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Le pitch de Half-Life en lui-même n'a rien de très original. Valve et son scénariste, Mark Laidlaw, ont repris l'idée du portail ouvert accidentellement vers un monde hostile dans le roman The Mist de Stephen King, alias Brume en version française. Sans oublier que cette idée était déjà la base du scénario de Doom et Quake. On pourrait même dire que c'est le niveau 0 du scénario pour un jeu de tir à la première personne. Et pourtant, Half-Life parvient à prendre le joueur aux tripes et à le maintenir en haleine jusqu'au bout de l'aventure. Parce que Half-Life, contrairement aux autres FPS de l'époque, propose une rare cohérence entre la forme et le fond. Le jeu commence par un long trajet en tram, permettant de mettre en scène une journée banale au centre Black Mesa. Le joueur assiste à diverses scénettes amusantes, insufflant immédiatement vie et personnalité à l'univers du jeu. Si vous connaissez quelqu'un présentant les qualités nécessaires, sachez que des postes sont à pourvoir immédiatement en manutention et premier niveau de sécurité. On serait même tenté de dire que davantage que Gordon, protagoniste qui reste muet du début à la fin de l'aventure, c'est Black Mesa qui est le personnage principal de Half-Life. Les level designers de Valve ont réalisé un travail formidable pour rendre le complexe aussi tentaculaire que crédible. Il ne s'agit pas d'une succession de niveaux labyrinthiques où l'on peut révéler des passages secrets en pressant la barre d'espace devant le moindre mur. Black Mesa possède une architecture cohérente et logique. En cela, Half-Life rappelle le travail de Looking Glass sur System Shock, même si, contrairement à ce dernier, le jeu de Valve propose une progression globalement linéaire. Half-Life compense son relatif manque de liberté par une utilisation fréquente et parfaitement maîtrisée d'événements scriptés. Les niveaux ne sont jamais figés, et la situation peut dégénérer en l'espace d'un instant. La tension ne retombe donc jamais et le joueur doit toujours être vigilant. Quelques puzzles sont également présents lorsqu'il s'agit par exemple d'éliminer un gigantesque monstre tentaculaire en le carbonisant dans les flammes d'un incinérateur. Gordon passera également beaucoup de temps à ramper dans des conduits de ventilation, lampe torche à la main, en essayant de ne pas se faire hacher menu par les gigantesques hélices. L'autre grande force de Half-Life, c'est sa narration. Le joueur n'en sait jamais plus que ce que Freeman lui-même apprend au cours de son périple. L'histoire est parsemée de zones d'ombre et de questions sans réponse. Loin de frustrer, ce choix renforce l'immersion et titille l'imagination du joueur. L'exemple le plus emblématique est le mystérieux homme à la mallette, surnommé G-Man, l'homme du gouvernement. Dès l'introduction, Freeman n'aura de cesse de le croiser, toujours hors de portée, mais semblant surveiller la progression du joueur. Qui est-il? Que veut-il? Quel rôle a-t-il joué dans la catastrophe? L'épilogue cryptique du jeu ne fait qu'épaissir le mystère. Cela dit, cette façon de raconter une histoire que l'on pourrait appeler « narration par le vide » a aussi quelques mauvais côtés. Par exemple, le boss de fin du jeu, Nihilante, sorte d'affreux bébé géant télépathe, sort un peu de nulle part. Half-Life est également et surtout un excellent first-person shooter. Le joueur sera confronté à des ennemis de plus en plus dangereux, et les plus redoutables ne sont pas forcément les aliens. Assez rapidement, Gordon se retrouvera en effet face aux Marines du HECU, l'unité de combat en environnement dangereux, chargée d'éliminer toute trace de l'incident, survivants y compris. Les critiques de l'époque salueront le travail effectué sur l'intelligence artificielle des Marines.
capable de se mettre à couvert et d'utiliser des tactiques d'escouade pour prendre le joueur à revers. Ou du moins à donner une illusion convaincante d'intelligence. Les tactiques des Marines sont en effet scriptées à l'avance, et les joueurs expérimentés ont vite compris comment les exploiter à leur avantage. Half-Life sera un énorme carton à sa sortie, donnant immédiatement un coup de vieux à ses concurrents dont les mécaniques et la narration semblent soudain bien surannées. Et ce, bien que Half-Life soit un peu dépassé sur le plan technique. Le jeu utilise en effet une version modifiée du moteur de Quake premier du nom, surnommé Gold Source, alors que Quake 2 est pourtant sorti l'année précédente. Pour l'anecdote, le titre du jeu est en référence à la demi-vie, qui désigne, entre autres, le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux d'une source radioactive. La vitesse de désintégration est symbolisée par la lettre grecque lambda, qui sert de logo au jeu. Bonjour et bienvenue à bord de cette rame automatique. Souhaitant se consacrer à d'autres projets, Valve confie au jeune studio Gearbox Software, qui vient alors tout juste d'être fondé par des anciens de 3D Realms et Bethesda, la réalisation d'extensions pour Half-Life. La première de ces extensions sera Opposing Force. Le nom fait référence à la troisième loi du mouvement de Newton, selon laquelle un corps A exerçant une force sur un corps B subit une force opposée d'intensité égale. De manière plus pragmatique, c'est aussi une manière élégante d'indiquer que cette fois-ci, le joueur incarnera un Marine, un des ennemis du jeu original. Le joueur incarne donc Adrian Shepard, membre de l'unité HECU envoyée à Black Mesa après l'incident. Après le crash de son hélicoptère, Shepard va devoir lutter face aux extraterrestres de Xen, mais également contre les Black Ops envoyés pour faire un grand nettoyage lorsqu'il apparaît que les Marines ont perdu le contrôle de la situation. Plus tard, il sera également confronté à la race X, une autre race alien tentant également d'utiliser le portail de Black Mesa pour envahir la Terre. Opposing Force ne révolutionne pas la formule Half-Life, mais propose une aventure plutôt longue et bien réalisée, avec son lot de nouvelles armes et de nouvelles créatures. Sans surprise vu la thématique militaire, cette extension est davantage portée sur l'action et le combat. Immédiatement après Opposing Force, Gearbox se voit confier le développement de versions console de Half-Life sur Dreamcast et PlayStation 2. Pour l'occasion, les graphismes du jeu sont un peu améliorés, notamment les modèles 3D des personnages. Chacune de ces versions est supposée recevoir une mini-extension inédite, mettant en lumière les événements de Black Mesa à travers les yeux d'autres personnages. Dans la version Dreamcast, le joueur aurait donc incarné Barney Calhoun, un agent de sécurité entreaperçu au début de Half-Life lors du trajet en tram. Lorsque Sierra décide finalement d'annuler la version Dreamcast, ce scénario inédit est recyclé pour devenir une extension de la version PC sous le nom Blue Shift. Blue Shift est nettement moins ambitieux qu'Opposing Force, et est d'ailleurs beaucoup plus court. L'aventure de Barney propose très peu d'innovation par rapport à celle de Gordon Freeman, et met l'accent sur le sauvetage des scientifiques et civils coincés dans le complexe. Calhoun, comment avez-vous fait pour passer? Le plus amusant étant bien sûr lorsque Barney aperçoit Gordon, qui est en train de vivre sa propre odyssée parallèle. Une fois encore, le titre possède un double sens. Blue Shift fait en effet à la fois référence à un phénomène physique, à savoir le décalage vers le bleu qui se produit lors de l'observation d'une source lumineuse dont la distance se réduit, et à l'uniforme bleu des agents de sécurité effectuant les 3-8. La version PS2 ne sera quant à elle pas annulée et proposera sa propre aventure bonus baptisée Decay, en référence à la fameuse désintégration des noyaux radioactifs. La particularité de Decay est qu'il s'agit d'un mode coopératif pour 2 joueurs. Dans la peau des scientifiques Gina Cross et Colette Green, les 2 joueurs devront s'entraider pour progresser. Il est également possible de jouer seul en alternant manuellement entre les 2 protagonistes. À nouveau, les événements se déroulent en parallèle à ceux de Half-Life et Blue Shift. Le personnage du Dr Rosenberg, que Gina et Colette devront aider à rejoindre la surface, joue d'ailleurs un rôle important dans Blue Shift. Pour l'anecdote, ce personnage est doublé en anglais par John St. John, plus connu en tant que voix de Duke Nukem. Jamais sorti sur PC de façon officielle, Decay a toutefois fait l'objet d'un portage par des fans. Pour des raisons pratiques, c'est de cette version que sont issues ces images. Impossible de ne pas mentionner dans ce Retro & Magic le plus célèbre mode créé par les fans de Half-Life, Counter-Strike. Ce mode multijoueur dans lequel une équipe de terroristes affronte les forces antiterroristes remportera un succès planétaire et fera le bonheur des salles de jeu en réseau, puis des compétitions de e-sport. Il reste encore aujourd'hui un incontournable du jeu vidéo compétitif. Ces 2 créateurs, Minley alias Guzman et Jess Cliff, seront par la suite embauchés par Valve qui achètera les droits sur leur concept, donnant naissance à une franchise à part entière.
Le groupe antiterroriste remporte la victoire. Half-Life a connu une suite en 2004, Half-Life 2. Changeant radicalement d'ambiance, Half-Life 2 se déroule 20 ans après l'incident de Black Mesa et envoie Gordon Freeman à City 17, quelque part en Europe de l'Est, pour tenter de libérer l'humanité des griffes du cartel extraterrestre appelé le Combine. Le jeu connaîtra lui aussi un immense succès et nul doute que l'on aura l'occasion d'en reparler dans un futur Retro & Magic. Half-Life inspirera également l'excellente série Portal, censée se dérouler dans le même univers. Plus récemment, des fans ont réalisé un remake complet du premier Half-Life à l'aide du Source Engine, le moteur de Half-Life 2. Simplement baptisé Black Mesa, ce remake a été commercialisé sur la plateforme Steam avec la bénédiction de Valve.